Angèle Mérici, née au XVe siècle, fondatrice de la Compagnie de Sainte-Ursule, une femme en avance sur son temps. C'est ici, en Italie du Nord, près du lac de Garde, qu'Angèle a vécu et œuvré. Notre quête d'indices commence dans un petit village du nom de Desenzano. Le vieux port de Desenzano, au sud du lac de Garde. Tout proche se trouve la place Malvezzi, où nous pouvons voir la statue d'Angèle Mérici, plus grande que nature. Mais Angèle, c'était plutôt en toute discrétion qu'elle se promenait à travers la ville. Aujourd'hui, c'est ainsi qu'elle est honorée par des citoyens de Desenzano comme sainte patronne de la ville. Heilige Angela hat mitten unter den Menschen gelebt und sie ist heute auch da mitten in Desenzano und das passt. Wir dürfen nicht sehen, jetzt, wie sie da steht, sondern wirklich dieses Jahr. Sie war mitten unter den Leuten und jetzt ist auch, immer noch, nach 500 Jahren auch. Nous montons par de petites ruelles jusqu'au château qui domine la ville. La vue sur la presqu'île de Sirmione et le mont Baldo, au loin, y est époustouflante et n'a sûrement pas beaucoup changé depuis l'époque d'Angèle. Les Mérici vivaient juste en contrebas du château, au numéro 94 de la Via Castello. La plaque commémorative sur le mur d'en face précise « Ici est née Angèle Mérici, dans la chambre à gauche de l'escalier au premier étage ». Son père était citoyen de la province de Brescia et sa mère Caterina de Bianchi était originaire de Salo, sur la côte ouest du lac de Garde. Le Duomo, cathédrale Sainte-Marie-Madeleine, n'a été bâti qu'une centaine d'années après la naissance d'Angèle, mais vaut le détour. Notamment pour la chapelle latérale de la famille Pace, qui en 1613 fut dédiée à Sainte Angèle. L'os de l'un de ses bras y fut déposé comme relique dans un coffret doré. Le tableau moderne trônant au-dessus est également à voir. Ce n'est pas une œuvre majestueuse, mais c'est en l'honneur d'Angèle. Mais le véritable trésor, ce sont les petites peintures sur les murs de la chapelle. Pietro Rizzieri Calcinardi y a représenté 6 étapes de la vie d'Angèle Mérici. Dans la sacristie se trouve la peinture de Moretto, représentant le visage d'Angèle dans son cercueil. L'original a disparu, mais il existe une multitude de copies. L'image d'une défunte qui n'a pas du tout l'air morte. Voilà le seul authentique portrait de notre fondatrice. Peu après la naissance d'Angèle, sa famille a déménagé dans une ferme à la périphérie de la ville. C'est là qu'Angèle a passé son enfance et sa jeunesse et qu'elle vécut ensuite seule, près d'une vingtaine d'années, dans la maison appelée les Grezze. Ce lieu, véritable pèlerinage pour les Ursulines et les amis de Sainte Angèle à travers le monde, a été restauré avec amour ces dernières années. La cour intérieure est pavée de galets, entrecoupés de rayons de marbre rouge, symbolisant les différentes communautés ursulines du monde entier. Depuis la pergola, on accède à la cuisine. Ce n'est plus celle d'origine, bien entendu. Elisa Tarolli, experte de la vie d'Angèle Mérici, explique. C'était une maison comme celle-ci, mais nous pouvons nous imaginer comment elle y a vécu. En hiver, c'était sûrement la seule pièce chaude. L'ouverture murale pour la lampe, quelques ustensiles de cuisine. Angèle aidait aux tâches ménagères, tandis que ses frères et sœurs plus âgés s'occupaient des animaux qui broutaient au macetto. Des marches raides conduisent directement à la chambre d'Angèle, un moment fort en émotion. Es ist immer so ein bisschen nach Hause kommen, weil ich ja schon so oft hier gewesen bin und ich freue mich immer drauf.
Dieses ursprüngliche, dieses Gemäuers, die Treppe, die Balken, das ist einfach schön und es macht es mir ein bisschen warm und ich bin dann relativ nah bei Angela. Also hier zu sehen, in welcher Einfachheit die heilige Angela gelebt hat und sich vorzustellen, wie lange sie hier gelebt hat, eigentlich in Stille und Zurückgezogenheit, dann bewegt mich das in besonderer Weise. Und ich denke auch, dass sie hier eigentlich Jahre so inneren Wachstums hatte, die ihr dann später geholfen haben, für die Menschen da zu sein. C'est probablement ici, sur la terrasse, que le père d'Angèle lisait à ses enfants les histoires de la légende dorée, notamment celle d'Ursule qu'Angèle aimait tant. Au rez-de-chaussée, adossée à la maison, se trouve aujourd'hui une petite chapelle avec l'icône de Paolo Orlando. Angèle s'agenouille devant le crucifié. Que toujours votre principal refuge soit aux pieds de Jésus-Christ. Et là, faites de ferventes prières, expliquait Angèle à ses filles. La mort de sa sœur chérie et de ses parents met brutalement fin à la tendre enfance d'Angèle. Elle a alors 17 ou 18 ans. Avec son plus jeune frère, elle part vivre chez son oncle à Salo. 5 ans plus tard, elle retournera à Legrezze comme tertiaire franciscaine pendant 20 ans. Le Borgo Macetto, à environ 1 kilomètre à l'est d'Egrezze, est un des lieux rattachés aux visions d'Angèle. À l'époque d'Angèle, il n'y avait ici que des champs, pas même la petite chapelle que l'on peut y voir aujourd'hui. Giovan Antonio Romano raconte ce qu'Angèle lui a confié. Elle était revenue sur son petit champ près de Desenzano et priait comme d'habitude pour sa sœur. À midi, elle aperçut un groupe d'anges dans les cieux et sa sœur chérie parmi eux, heureuse et pleine de joie. Cette image marqua tant sa mémoire qu'en y repensant, elle se laissait constamment entraîner au jeûne, l'abstinence et la prière. Ici aussi, à Brudazzo, à la limite ouest de Desenzano, la famille Merici possédait également des terres arables, au lieu possible de la vision d'Angèle. Francesco Landini l'a décrit à l'un de ses confrères. Là-bas aussi, le ciel s'est ouvert et est apparu un groupe d'anges et de jeunes filles, dont sa sœur. Elle se tenait là, avec les anges, et il lui fut prédit que Dieu allait avoir besoin d'elle pour créer une communauté de jeunes filles qui s'étendrait. Était-ce ici ou au Marcetto, avant ou après la période à Salo, ou étaient-ce 2 événements distincts? Nous ne le savons pas. En mémoire de ces visions d'Angèle à Brudazzo, a été construit ici le Mericatianum, lieu de retraite dans lequel les Ursulines du monde entier aiment prier. Nous continuons sur la rive ouest du lac de Garde, par Padengue, par Sainte Felice. Si Angèle est passée par ici vers Salo, à pied ou à cheval, elle a sûrement fait halte ici et a prié à l'église. Et voilà Salo. Magnifique joyau niché dans une baie. Lieu où Angèle a déménagé à la mort de ses parents. Son oncle, Biancoso de Bianchi, était conseiller municipal à Salo et probablement notaire, citoyen estimé, issu d'une famille d'aristocrates. C'est au cœur de la vieille ville, au carrefour des Via San Carlo, Via Cavour et Via Trecorone, qu'Angèle a vécu chez les Bianchi. En pleine époque de la Renaissance, elle y découvre la vie en société, mais s'en détourne très vite et explique à ses proches qu'elle ne se mariera pas par amour pour le Christ. À San Bernardino, Angèle trouve du soutien et un accompagnement spirituel auprès des franciscains. C'est probablement dans cette église qu'elle entra dans le tiers-ordre franciscain et qu'elle reçut l'habit franciscain qu'elle porta toute sa vie. Elle y a sûrement beaucoup prié et reçu la communion si importante pour elle. Le bâtiment le plus imposant de la ville était et est encore la cathédrale, dont la façade devait être habillée de marbre, comme en témoignent les nombreux trous.
À l'époque d'Angèle, sa construction venait sûrement de s'achever. À quelques pas de là, en passant sous une arche, on atteint le collège Sante Ursule, autrefois couvent et école sur la petite place San Antonio. C'est aujourd'hui une résidence. À Salo, Angèle menait une vie autonome, quittant la tutelle de son oncle. Elle retourna à Desenzano pendant 20 ans. Notre quête nous amène à Brescia, chef-lieu de la Lombardie, à 30 km à l'ouest du lac de Garde. La ville a été ravagée par la lutte de pouvoir entre Français et Habsbourgeois. Pauvreté et maladie y règnent. À la demande des franciscains, Angèle s'y installe en 1516. Elle a environ 40 ans. Angèle se voit confier le soin d'aider Caterina Pandongola, qui après de lourdes épreuves souffre de dépression. Sa maison se trouve près de San Alessandro, probablement une maison de maître. Plus Caterina retrouve le sourire, plus la maison s'emplit d'amis de la société bresciane. Avec le temps, nombreux sont ceux qui ne viennent que pour trouver conseil et réconfort auprès d'Angèle. Da hat sie gemerkt, wie viele Menschen eigentlich ihrer Hilfe bedürfen, durch Beistand, durch weniger mit körperlichen Kräften, mit tatkräftiger Hilfe als mit Beistand, geistlichem Beistand, mit guten Worten. C'est ainsi qu'elle fait connaissance de femmes engagées. Pour elle, Angèle devient une sorte de cercle spirituel. Elle remarque que Caterina Pandongola n'a plus besoin d'elle et accepte l'offre du jeune commerçant Giovanni Antonio Romana et vient s'installer chez lui. Nous savons seulement que cette maison se trouvait près de l'église Sainte-Agathe, avec son impressionnant portail du IVe siècle et les 3 saintes Agathe, Lucie et Apolline saluant le visiteur. C'est Romano qui nous fournit le plus d'informations sur le quotidien d'Angèle et comment sa réputation s'est répandue à Brescia, comment elle était consolation, au vrai sens du terme, pour les personnes, quel que soit leur statut. San Francesco, comme tertiaire franciscaine, Angèle y a souvent été vue. Près de 500 ans plus tard, une chapelle latérale lui est dédiée. Le tableau représente Angèle, vêtue de son habit franciscain et portant un voile blanc, un bâton de pèlerin à la main. Sur les murs latéraux de la chapelle se trouvaient encore récemment 2 grands tableaux. Ils racontent la vie d'Angèle, à gauche à genoux, en prière, entourée de paysans. En face, l'autre peinture rappelle le pèlerinage en Terre Sainte, où elle perdit presque la vue, et comment elle vécut si intensément sur les lieux saints, avec les yeux du cœur, comme si elle voyait. Malheureusement, les fresques ont récemment été recouvertes par des peintures moins riches d'histoire. On ne peut pas quitter San Francesco sans passer par le cloître. Quand Antonio Romano fonda sa propre famille, Angèle déménagea dans la maison d'Agostino Gallo, un expert renommé en droit agraire. Il vivait juste en face de l'église Saint-Clément. C'est le seul lieu dont nous pouvons dire avec exactitude qu'Angèle y a vécu. Nous savons que Gallo lui avait aménagé 2 pièces, une nouvelle fois juste à côté d'une église. L'église Saint-Clément date du Xe siècle et dans les chapelles latérales, ce sont surtout les peintures du Moretto, comme celle de Sainte Ursule, qui attirent notre attention. Moretto était ami de Gallo et c'est ainsi qu'il fit la connaissance d'Angèle.
Après quelques mois, Angèle quitte la maison de Gallo et emménage dans une chambre à San Barnaba, à peine à quelques mètres de là, en passant par la Vicolo Saint-Clément. Elle n'y reste pas longtemps et déménage une dernière fois. Aujourd'hui, c'est une salle de concert. L'ancien couvent est devenu un conservatoire de musique, mais Angèle n'y reste pas longtemps. Est-ce un hasard si nous rencontrons le peintre Moretto non loin de l'actuelle église Saint-Angèle? La place au pied du clocher de Saint-Angèle porte le nom de l'artiste. À l'époque d'Angèle se trouve ici l'église Saint-Afra avec la maison du chanoine régulier où Angèle a une chambre. L'ensemble fut détruit en mars 1945. Grâce à de vieilles cartes, nous connaissons le plan et nous savons que la chambre de Saint-Angèle se trouvait à l'angle sud-est de la cour intérieure, au premier étage de l'actuel centre méricien. Diesen Räumen da oben, die aber nicht mehr original sind, weil sie zerstört worden sind im Krieg, da hat sie ein Zimmer gehabt. Ici, en l'église Saint-Afré, se forme autour d'Angèle un cercle de jeunes femmes qui se retrouvent régulièrement, le début de la compagnie. Mais la chambre devient trop petite pour le groupe grandissant. Elisabetta Prato apporte la solution en proposant une grande pièce sur la place du Duomo, juste en face de la vieille cathédrale. C'est probablement là que se tenait la maison, mais la question reste posée. Une chose est sûre, la place de la cathédrale était le centre de la vie religieuse et politique de Brescia avec la Torre del Pegol et la mairie Broletto. La nouvelle cathédrale fut érigée ultérieurement, mais l'ancien Duomo Vecchio de l'époque d'Angèle est encore là, plus importante rotonde d'Italie. Un bâtiment impressionnant. Dans cette église aussi se trouve une œuvre de Moretto, le rétable de l'Assomption. Angèle a maintenant 60 ans et sa vocation mûrit. Elle ressent le désir de ces jeunes femmes qui vivent de façon religieuse mais ne veulent pas aller au couvent. Angèle leur offre une solide base religieuse et développe avec ces femmes cette forme de vie responsable qu'elle officialisera dans sa règle et dictera à Gabriel Cosano, son secrétaire. Le texte original n'existe plus, mais nous en avons un manuscrit très proche de son époque. Sie hat mit ihren Töchtern, mit den Mitgliedern ihrer Gemeinschaft gemeinsam diese Regeln festgeschrieben und diese Regeln bestimmen den Alltag, sowohl in der Gemeinschaft als auch im geistlichen Leben und dass einfach alle mit dieser Festschreibung der Regeln einverstanden sind, sich annehmen können und damit leben können. Das war ihr Anliegen. Le 25 novembre 1535, Angèle fonde la compagnie avec 28 jeunes femmes, le premier institut séculier de l'histoire de l'Église. Das muss sehr gut gewesen sein, denn sie waren ja sehr selbstständig, sehr emanzipiert für damalige Verhältnisse. Sie mussten ihre Frau stehen, auch im Leben. Die waren ja trotz dieser Bindung an die Gemeinschaft weiterhin in ihrem Beruf oder im Haus der Eltern, haben ein ganz selbstständiges Leben geführt, was zu der Zeit eigentlich undenkbar war. Entweder Mann oder Mauer, andere Möglichkeiten gab es eigentlich nicht.
Quelque part dans ces pièces à Saint-Affré a lieu en 1537 le premier chapitre et Angèle est élue supérieure générale. À sa mort, 2 ans plus tard, la compagnie compte déjà 150 membres. Quand Angèle sent que ses forces diminuent, elle dicte les ricordi ou avis et les legati ou testaments et nomme Lucrezia Lodrone à sa succession. Nombreux sont ceux qui viennent lui rendre une dernière visite. Elle décède dans la soirée du 27 janvier 1540 dans sa chambre. Aujourd'hui, la chambre dite funéraire près de l'église rappelle symboliquement sa mort. Le chroniqueur de la ville Pandolfo Nassino rapporte. Elle fut transportée à 10 heures vers l'église Saint-Affré. Je l'ai personnellement vue avec grande solennité et au milieu d'une grande foule, comme s'il s'agissait d'un grand homme. Le cercueil reste ouvert quelques jours dans la crypte de l'église, laissant au Moretto l'occasion de réaliser son tableau du visage d'Angèle. Elle est inhumée 3 jours plus tard et les chanoines apposeront ultérieurement cette plaque. Si gît dans cette tombe la dépouille d'Angèle. La terre reprend ce qui lui appartient, son esprit est dans les cieux, monté au-delà des étoiles. En 1777, au cours d'une cérémonie solennelle, le cercueil est remonté dans l'église principale, dans la chapelle à droite de l'autel central. En 1930, il est remplacé par un sarcophage en verre qui, pour des raisons de sécurité, ne sera redescendu dans la crypte que pendant la guerre. Après la reconstruction de l'église, le sarcophage est remonté dans la chapelle latérale et l'église est baptisée de son nom actuel, église Sainte-Angèle-Mérici. Fast so wie ein Wallfahrtsort für die Ursulinen aus aller Welt. So wie wir gesehen haben, sie kommen hierher und haben häufig einen Gottesdienst und es wird einfach am Sarkophag viel gebetet. Angèle Mérici a laissé des traces, mais pas uniquement à Brescia ou au lac de Garde, mais dans le monde entier.